Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo, condamné à 10 ans de travaux forcés. Il est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars de fonds publics. Les détails en début d'édition. L'audition par la police judiciaire de l'ancien Premier ministre tchadien Succès Masra, en garde à vue depuis vendredi dernier. Il est accusé d'avoir provoqué des violences qui ont fait 42 morts le 14 mai à Mandakao, dans le sud du pays. Enfin, nous reviendrons sur la vie de deux icônes panafricaines, la chanteuse sud-africaine Miriam Makeba et le militant des droits civiques américain Stokely Carmichael. Leur exil en Guinée est raconté dans le livre Un couple panafricain, Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, de la chercheuse Elara Berto, qui est notre invitée du soir. On ouvre ce journal en République démocratique du Congo avec le verdict dans le procès de Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre a été condamné à 10 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. Il est accusé de détournement de plus de 200 millions de dollars de fonds publics. Les détails avec notre correspondante Aurélie Bazara-Kibongoula. La peine a été prononcée en l'absence de Matata Ponyo et de ses avocats. Ils avaient choisi de ne plus se présenter devant les juges, ne reconnaissant pas la compétence de la Cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre. Alors Matata Ponyo est condamné à 10 ans de travaux forcés, 5 ans d'inéligibilité et la confiscation de ses biens. La Cour l'a déclaré coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire du parc agro-industriel Boukangalonzo. Elle a estimé que sur les 279 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour ce projet, eh bien plus de 200 millions ont été détournés. La défense dénonce un procès politique. La décision, pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, mais elle ne nous effraie pas et puis elle ne nous contrarie pas parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper de plus de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice déconnectée de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision inique qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, une fabrication de faits, mais qui ne sont pas mariés au droit. Matata Ponyo, qui siège à l'Assemblée nationale comme député, avait dénoncé une violation de ses immunités parlementaires. Mais ces immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Alors ce sont les mots du président de la Cour à la lecture du verdict, qui a affirmé que les poursuites contre Matata Ponyo ont été engagées avant son élection et que donc, selon la Cour, le verdict pouvait être rendu. On s'arrête au Tchad où ce mardi matin, Succès Masra, ancien Premier ministre, a été auditionné par la police judiciaire de N'Djamena. Le président des transformateurs est en garde à vue depuis vendredi dernier. Il est accusé d'avoir provoqué le massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs de sa région natale la semaine dernière. Depuis son arrestation, les réactions se multiplient. La correspondance à N'Djamena d'Harold Girard. Les transformateurs, le parti créé et dirigé par Succès Masra, ont multiplié les sorties pour dénoncer une procédure judiciaire qu'ils qualifient de biaisée depuis l'arrestation de leur leader en fin de semaine dernière. Les autres figures de l'opposition, elles, s'inquiètent d'une attitude du pouvoir tchadien qu'elles perçoivent comme de moins en moins tolérante vis-à-vis des voix discordantes. C'est là vraiment un projet politique où le pouvoir cherche à porter l'estocade à Masra Succès de façon à l'effacer définitivement de la scène politique. Et pareillement, ils vont utiliser les mêmes choses contre tous les autres opposants. Donc il n'y a ni plus ni moins, c'est ça. Dans sa dernière déclaration, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, lui, considère que la justice dans cette affaire fera son travail de manière indépendante. L'ex-premier ministre, c'est injusticiable comme tout le monde. Il n'est pas au-dessus de la loi. L'exécutif que nous représentons ici ne peut pas mettre la pression sur la justice, n'a pas un agenda derrière ça. Donc la justice, elle est libre, elle s'est saisie de cette affaire. Il serait reproché à Succès Masra par la justice un audio enregistré en 2023 dans lequel il appelle les populations chrétiennes du Sud à l'autodéfense. Un audio qualifié par la suite d'incitation à la haine contre les éleveurs. Aujourd'hui, Succès Masra est donc soupçonné par les autorités tchadiennes d'être l'instigateur de violences intercommunautaires qui ont pris place le 14 mai dernier dans le village du sud du Tchad de Mandakao, village dans lequel ces violences ont engendré au moins 42 morts et une majorité de ces victimes seraient des femmes et des enfants.
On revient sur la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso où il a rencontré le président Ibrahim Traoré. Le Premier ministre sénégalais a également accordé une interview à la RTB, la télévision nationale burkinabé, dans laquelle il a critiqué la CEDEAO, notamment dans sa gestion des coups d'État militaires dans le Sahel, un avis qui ne fait pas l'unanimité au Sénégal. La correspondance à Dakar d'Edi Mandao. Ousmane Sonko critique et sans embâche contre la CEDEAO lors de cet entretien accordé à la RTB, à la télévision burkinabé. Le Premier ministre sénégalais estime que les sanctions que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait prises contre les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, notamment l'embargo contre le Mali, explique entre autres le retrait de ces trois États de la CEDEAO et la création de l'Alliance des États du Sahel. Lors de cette visite au Burkina Faso, le Premier ministre sénégalais a rencontré Ibrahim Traoré, le président burkinabé, à qui il a signifié que le Sénégal n'excluait aucune forme de soutien pour aider le Burkina Faso dans sa lutte contre le terrorisme. Selon Mamadou Aliou Diallo, professeur spécialiste en relations internationales, on assiste ici à un rapprochement idéologique entre le Sénégal et les pays de l'Alliance des États du Sahel. Ousmane Sonko déjà opposant. Ousmane Sonko dans son livre Solution. Ousmane Sonko dans le projet qu'il a vendu aux Sénégalais et aux Africains avait justement cette même position-là. Les idées qui sont défendues par Assimi Goïta, les idées qui sont défendues par Ibrahim Traoré, les idées qui sont défendues par Chani par rapport à la souveraineté, par rapport au patriotisme, ce sont ces mêmes idées que défend Sonko. Il a défendu depuis qu'il est dans l'opposition. Des critiques ont été formulées par l'opposition sénégalaise suite à cette visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso. Bougane Gueye du mouvement politique Gumsebop dénonce un alignement, je cite, farfelu du Sénégal derrière des juntes. Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, c'est le titre d'un livre qui raconte à partir d'archives, de sources orales, de discours et de chansons l'exil en 1968 de ces deux icônes antiracistes à Conakry en Guinée, dirigées à l'époque par Sékou Touré. Elera Berthaud, chercheuse au CNRS et autrice de cet ouvrage, est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. On voit que ce livre est très facile à lire, très petit, avec des belles photos. La première question que je voudrais vous poser, c'est, je voudrais revenir sur la genèse du départ de Stokely Carmichael et Myriam Makeba aux États-Unis. Que faisaient-ils aux États-Unis et pourquoi sont-ils partis ? Myriam Makeba est donc une chanteuse sud-africaine. Dans les années 1960, c'est sans doute la chanteuse africaine la plus connue au monde. Elle s'engage pour le combat contre la ségrégation en Afrique du Sud, donc elle ne peut plus rentrer chez elle en Afrique du Sud. Et de son côté, Carmichael est un militant des droits civiques africains-américains de la prestigieuse Howard University, qui popularise le terme de Black Power et qui sera ensuite intégré dans la mouvance du Black Panther Party. Et il invente ce terme de racisme institutionnel qui va devenir extrêmement important pour de nombreux militants de par le monde et qu'on a aujourd'hui comme intégré dans tous les mouvements de lutte antiraciste. Et ces deux-là vont être visés par une opération de la FBI et du CIA qui s'appelle COINTELPRO, qui vise à déstabiliser tous les militants des droits civiques américains, et ils deviennent persona non grata aux États-Unis. Et donc ils décident d'accepter l'offre d'accueil que leur fait Sékou Touré à ce moment-là. Et dans la plupart des biographies qui sont consacrées à Carmichael, les histoires s'arrêtent là. Il quitte les États-Unis et on ne sait plus très bien ce qu'il fait. Or, il y a plein d'archives en Afrique pour raconter cette histoire. Et justement, vous dites qu'ils acceptent l'accueil de Sékou Touré. Pourquoi ont-ils choisi la Guinée? C'est vraiment parce que Sékou Touré a décidé de les accueillir, les inviter, ou parce qu'ils avaient des vues sur la Guinée, un pays qu'ils appréciaient de par leur révolution socialiste de l'époque? Absolument. En 1968, Sékou Touré proclame la révolution culturelle socialiste et Carmichael se reconnaît dans cette effervescence culturelle de décolonisation du théâtre, de la culture, de l'histoire. Mais c'est aussi la présence en Guinée de Kwame Nkrumah, le leader ghanéen déchu, qui se trouve à Conakry, qui pousse Carmichael à accepter de se rendre à Conakry pour se mettre au service de Kwame Nkrumah et de ce parti que Kwame Nkrumah vient de fonder, le All African People Revolutionary Party. Et concrètement, quel était leur idéal, si je puis dire, panafricain en Guinée? Quelles actions fortes
et mémorables ont-ils mené ce couple en Guinée? On oublie trop souvent que la carrière de Myriam Makeba est une carrière intensément politique. Hein. On en plaisantait. On ne se souvient que de la chanson Pata Pata, alors qu'elle a chanté énormément de chansons magnifiques et politiques. Et pour la Guinée, elle a enregistré énormément de chansons dans le label d'État guinéen, Siliphone, un label de musique qui a produit le Bembeya Jazz National, le Tropical Joliba Jazz. Et donc Myriam Makeba chante des éloges de Sékou Touré, chante le socialisme africain et l'avènement du panafricanisme dans toutes les langues de Guinée, en maninka, en soussou, en poulard, également en français. De son côté, que fait Carmichael en Guinée? Il se met au service de Kwame Nkrumah, il étudie ses textes révolutionnaires et c'est un passeur des textes de Sékou Touré vers les États-Unis. Il va aider à la traduction des textes de Sékou Touré vers l'anglais et il va faire passer et les textes de Kwame Nkrumah et les textes de Sékou Touré sur les campus américains dans des réunions de militants antiracistes et il fait un pont transatlantique de Conakry vers les États-Unis. Sauf que au milieu des années 70, on sait que le pouvoir de Sékou Touré se durcit. C'est un pouvoir qui devient autocrate, voire dictatorial. On se souvient du tristement célèbre camp Boiro où plusieurs opposants ont croupi dans les geôles du camp Boiro envoyé par Sékou Touré. Comment Stokely Carmichael et Myriam Makeba ont-ils vécu cette période? Ont-ils critiqué Sékou Touré concrètement? Ils n'ont jamais critiqué frontalement Sékou Touré. Et ce qu'il faut dire peut-être pour rappeler cette période, c'est à la fois la très grande violence de l'Afrique du Sud et la violence de la ségrégation, la grande violence également des États-Unis, que Myriam Makeba dénoncera d'ailleurs face caméra avec beaucoup de courage, et également la violence de la France à l'égard de la Guinée, qui a mené une politique économique et monétaire extrêmement sévère. L'opération Persil, par exemple. L'opération Persil, exactement, provoquant une dévaluation de la monnaie guinéenne et de manière subséquente des famines. Voilà. Donc, pour eux, la Guinée représente un havre de paix en lutte contre toutes ces puissances ouvertement racistes et anticapitalistes. Donc, pour eux, dans cette élite qu'ils côtoient, aux côtés d'Amilcar Cabral, aux côtés d'autres résistants et opposants de toute l'Afrique, Sékou Touré incarne cette résistance anticapitaliste et antiraciste. Par ailleurs, ils étaient au courant également des violences de la répression politique, peut-être pas de l'ampleur de la répression, mais Carmichael considérait que c'était des victimes nécessaires à l'avènement d'une société plus égalitaire et plus juste qu'on peut réévaluer évidemment aujourd'hui à l'aune de ces archives. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, quelle image gardent-ils aujourd'hui en Guinée? Quelle image ont-ils les Guinéens se souviennent-ils de leur passage? Très peu de choses restent en réalité. La maison de Myriam Makeba dans le Fouta Djallon, qui malheureusement tombe en ruine avec des appels réguliers à la restaurer. Et les archives de Carmichael restent encore aujourd'hui à Conakry et elles sont entretenues par son fils, Bokar Biro Touré. Et c'est grâce à lui que j'ai pu travailler sur ces corpus d'archives privées qui existent encore à Conakry aujourd'hui. Merci beaucoup. Ella Berto, je rappelle que vous êtes autrice de ce livre, de ce très beau livre, très petit livre, qui se lit très rapidement, Un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, aux éditions Roth Bokrik. Merci d'avoir accepté l'invitation du Journal de l'Afrique de France 24. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.